On va accueillir notre grand témoin, Éric Besson, ancien ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique et CIO d'Éric Besson Consulting. Bonjour Éric Besson. On vous laisse venir entre nous deux, exactement. Vous pouvez l'applaudir très fort, effectivement. J'ai eu la chance d'échanger un peu avec vous. Ah, il faut attendre peut-être la phase, quand il y en a un long jingle. Non, c'est bon. J'ai eu la chance d'échanger un peu avec vous et on m'a beaucoup parlé de vos activités. J'ai l'impression que vous êtes vraiment un véritable couteau suisse, il paraît que rien ne vous échappe, que vous avez des connaissances sur l'usine du futur, la e-santé, les modèles pour construire des bâtiments performants, même les startups, vous investissez dans des startups, vous êtes partenaire. Donc le numérique, c'est un sujet que vous connaissez bien. Et on a envie de vous demander comment vous voyez l'avenir, quelles sont les grandes perspectives de demain par rapport à tous ces secteurs que vous côtoyez. Merci Laura, merci pour cette introduction. Et juste avant, félicitations à Marie Tribou et à l'équipe d'organisateurs. J'ai rarement vu en région, et en région c'est pas péjoratif dans ma bouche, j'ai rarement vu un tel succès pour une manifestation de ce type. Donc bravo encore une fois aux organisateurs. En tant que couteau suisse, effectivement, puisque c'est une définition, j'ai entendu des choses sur mon parcours, mais couteau suisse jamais, je retiens. Ça vous vexe pas, c'est plutôt un compliment. Non, pas du tout, c'est une espèce de 4x4 de polyvalence, c'est parfait. Comment dire, effectivement, ce que je vais vous dire, c'est issu de ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire mon passage au ministère en charge du numérique, et aussi effectivement le fait que j'ai tenu, à côté de mon activité de conseil, à rester très proche d'un certain nombre de start-up, et je suis au conseil de surveillance de 7 ou 8 start-up que j'essaie d'accompagner dans le développement. Pour donner 3 exemples très rapides, je suis au conseil de surveillance d'une fintech qui s'appelle Paytop. Paytop, c'est, si vous voulez transférer de l'argent en ligne, en payant moins cher que dans le transfert d'argent traditionnel. Vous allez dessus et par mail, vous transférez à des prix et à des taux de change qui défient la concurrence. Autre exemple, vous avez une carte multidevise, vous allez demain à Londres, vous approvisionnez votre carte multidevise et lorsque vous allez faire vos courses, vous me payez avec votre carte multidevise. Vous ne payez pas les commissions. C'est un exemple. Autre exemple que je vous citais tout à l'heure, on est tous utilisateurs de réseaux. On ne sait pas nécessairement quel est le meilleur réseau pour nous. On a tous des déplacements quotidiens ou des déplacements hebdomadaires. Là, il y a une application, vous pouvez la tester. Elle s'appelle Cosby, Q-O-S-B-2-E. Vous dites où vous êtes principalement, où est-ce que vous résidez, où est-ce que vous vous déplacez, et l'application vous dit quel est le meilleur réseau et accessoirement quel est le forfait qui vous est le plus favorable. Dernier exemple, dans le domaine des services à domicile, et là Bruno Aziza en a parlé ce matin en fin de matinée, il m'a proposé de le rejoindre sur la plateforme qu'il a créée avec sa petite équipe de services à domicile. Donc ça me donne et qui s'appelle donc SOS Jobber et qui est, je crois, quelque chose d'à la fois très intéressant et promis un bel avenir. Donc effectivement, j'essaie en permanence de me dire, bon, mais dans quel environnement se situent ces startups? Alors pour aller à l'essentiel, si on essaie de faire un peu de prospective sur les sujets qui sont les nôtres cet après-midi, je crois que toutes celles et ceux qui vont innover dans le secteur des services vont avoir un certain nombre de défis ou d'opportunités qui vont se présenter à elles. Le premier changement fondamental, c'est probablement celui du développement durable. Pendant très longtemps, ça n'était que des mots, et aujourd'hui, c'est une réalité. Pas besoin de revenir sur tous les débats liés au changement climatique. On voit bien partout, que ce soit les entreprises, les élus, les citoyens, etc., tout le monde se dit, nous n'avons pas le choix. Nous allons revoir notre modèle de consommation et de production énergétique. Nous allons utiliser
plus rationnellement l'énergie, nous allons développer des énergies renouvelables et on voit apparaître le concept de smart cities, entre guillemets, se développer partout, non seulement en Europe, mais dans le monde. Tout ça, ça crée des opportunités pour les entrepreneurs. Le deuxième élément, c'est probablement le défi de la solidarité à l'intérieur même de nos sociétés. Le vieillissement, c'est à la fois une opportunité et ça a des conséquences très importantes. On en parlera cet après-midi. Ça ouvre la voie, la génétique, les nanotechnologies, à une médecine plus préventive et plus personnalisée. On aura tout à l'heure un atelier e-santé qui est important. Je vois que vous regardez mes feuilles, ne vous inquiétez pas. La personne c'est pour toute la durée de la conférence. La personne qui m'a préparé une intervention, parce que j'étais rouillé, j'ai plus l'habitude de faire des discours ou de préparer, il m'a tenu, effectivement, je peux tenir 1h30, mais je vous rassure, je ne prends que quelques mots. Mais c'est passionnant, donc on vous laisse. Mots-clés. Le troisième défi, c'est probablement, et l'opportunité à la fois, celui de l'accomplissement individuel. Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants. Nous voulons tous une économie sur mesure, un produit adapté. Et en même temps, les travailleurs, on le voit avec les jeunes, on va avoir de plus en plus de mal à les faire entrer dans des carcans qui sont ceux que nous avons connus. Ces jeunes qui se déplacent avec leur ordinateur dans les couloirs, qui ont appris à travailler allongés sur leur divan, etc. On voit bien dans tous les grands cabinets conseils la difficulté qu'ils ont à les tenir 8 heures ou 10 heures par jour assis à leur bureau dans des open space qui semblaient être la panacée il y a quelques années encore. Ça veut dire que pour tous ceux qui s'occupent d'organisation, de gestion des ressources humaines, de formation tout au long de la vie, il va y avoir des opportunités. Deuxième élément de ce contexte de services et industries du futur, je crois que nous sommes en train de vivre une révolution industrielle. Les économistes parlent de la 4e révolution industrielle. Je ne reviens pas sur les 3 premières que vous connaissez, si ce n'est pour dire qu'au fond, avec le recul, on peut considérer qu'il y a révolution industrielle dès qu'on a des changements majeurs dans l'énergie, dans la communication, dans les transports et dans les méthodes de production. Et on y arrive à cette 4e révolution. Aujourd'hui, on peut dire qu'à la fois les technologies de l'information et de la communication sont en train de connaître des bouleversements majeurs. C'est vrai sur le plan des infrastructures, on va très vite passer à la 4G, à la 5G, ce qui fait que les experts considèrent que le trafic Internet devrait être multiplié par 30 d'ici 2020, alors qu'on était déjà sur une vague très ascendante. Mais il y a probablement 2 technologies numériques qui vont être celles dans le cadre duquel les start-upers, entre guillemets, vont inscrire leur action, qui sont l'Internet des objets. Pas besoin devant cette salle de définir ce que c'est et de dire à quel point ça va changer notre quotidien. Et le ou la, comme vous voulez, Big Data, qui, elle aussi, par le stockage des données, par l'individualisation qu'elle permet et par le fait que le stocker des données, c'est à la fois plus accessible et 10 000 fois moins cher qu'il y a une dizaine d'années, vont changer complètement le cadre de l'action des entreprises. Sur les méthodes de production, j'imagine qu'on va en parler un petit peu cet après-midi. Là aussi, on voit des développements absolument majeurs. L'imprimerie, plus exactement, en 3 dimensions, comme le développement de matériaux avancés. On va en parler avec le pôle de compétitivité Materalia, voilà, que je prononce bien. Je pense que là aussi, c'est un élément très significatif. Intelligence artificielle, intelligence augmentée, robots intelligents. Vous pouvez déjà aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, avoir des logiciels de discussion électronique qui vous permettent de discuter avec des robots avocats. Quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, bien sûr, il y a quelques années. Ce qui fait que pour certains économistes, et on voit que ça a des conséquences aussi dans le débat politique, où on craint finalement pour les emplois, comme à chaque aube de révolution industrielle, les économistes considèrent que ce pourrait aller jusqu'à 20% de productivité
pour notre pays sur les 20 ans qui viennent, donc un gain absolument énorme de productivité. Enfin, dans les transports, pas besoin de détailler, les nouveaux véhicules seront plus électriques, autonomes, connectés, parfois hybrides. La voiture-avion est déjà accessible technologiquement. Le drone, vous pourrez être, au lieu d'être servi par Deliveroo, vous pourrez être servi par drone. Après, tout ça, ça pose des problèmes de législation et de sécurité. Mais technologiquement, tout est déjà au point. Ces changements sont inexorables, inéluctables. Il ne faut pas les refuser. Ça pose pour les politiques, évidemment, des questions de régulation, de société, de protection des droits individuels, etc., qu'on connaît bien. Enfin, dernière opportunité pour les entreprises, consommateur plus exigeant, plus versatile aussi, ça veut dire qu'il peut changer du jour au lendemain, mais pour ceux qui entreprennent, ça veut dire que les positions sont moins figées, moins acquises qu'elles ne l'étaient par le passé et que le paysage est plus concurrentiel. Aujourd'hui, tout le monde peut être, entre guillemets, ubérisé, pour reprendre le thème de la conférence que vous aviez en fin de matinée. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que Uber elle-même peut être ubérisée. Ne pas échapper à des débats de l'ancienne économie, comme on disait, on l'a vu avec la grève des conducteurs, ou se faire elle-même ubériser au sens où ce qu'on appelle le blockchain et donc ces technologies de partage font que vous pouvez créer un service équivalent sans même passer par le truchement central de Uber. Alors, la France, dans tout ça, et j'en finis par là, est-ce que nous offrons, nous, Français, un cadre favorable à nos entrepreneurs pour cela? La réponse est ni tout à fait oui, ni tout à fait non. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous pouvons faire probablement beaucoup mieux. Dans les éléments positifs, je dirais que nous investissons collectivement beaucoup plus dans l'innovation. Si on prend les chiffres de l'année écoulée, l'année 2016, ça a été plutôt un bon cru pour les start-up. Elles ont levé plus de 2 milliards d'euros en capital risque. Nous n'avions jamais été à ce niveau. La limite de ce que je viens de dire, et c'est notre élément de faiblesse, c'est que même si nous faisons mieux, nous sommes moins forts dans ce domaine qu'un certain nombre d'autres. On peut prendre quelques critères, ce qu'on appelle les licornes, c'est-à-dire ces start-up non cotées valorisées et qui peuvent aller jusqu'à 1 milliard de dollars. On en compterait une quinzaine en France, 90 aux États-Unis, 31 en Asie. Ça nous donne une idée de ce qu'il nous reste à faire. Même chose pour la vitesse à laquelle on peut rentrer dans les plus grandes capitalisations. Si on prend le Dow Jones, les 5 des 10 premières capitalisations américaines étaient des start-up d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Nous, pour notre tissu économique français, il est beaucoup plus, je dirais, stable, récurrent. Et puis, je citais le poids du capital risque. C'est bien ce que nous faisons, c'est bien mieux. Mais si on prend le ratio capital-risque par rapport au produit intérieur brut, nous faisons 2 fois moins bien que le Royaume-Uni et la Suède et 4 fois moins bien que les États-Unis et la Chine. Ce qui donne une idée de ce qu'il nous reste à faire en la matière. Par ailleurs, nous avons quelques faiblesses structurelles qu'il nous faudra, sous une forme ou sous une autre, compenser. Nous n'avons pas de fonds de pension. C'est un débat politique sur les retraites, mais pour le sujet qui nous intéresse cet après-midi, c'est un clair handicap pour l'innovation et le financement de l'innovation. Nous n'avons pas les fondations universitaires que connaissent les Américains et nous manquons de fonds spécialisés régionaux. J'ai entendu sur ce terrain des choses intéressantes de ce point de vue-là. Alors vous avez vu que dans le débat politique en cours, quand l'actualité laisse place à ce qu'on parle un petit peu de fonds et de propositions, il y a des propositions faites par certains candidats sur la fiscalité pour que nous puissions avoir une épargne financière plus orientée vers l'innovation et vers le capital risque. On a enfin, et j'en termine par là, quelques atouts. D'abord des infrastructures de qualité.
On a tous à une époque ou une autre, en tant que citoyen ou en tant que responsable politique, râlé contre la couverture numérique du territoire. Disons les choses, elle peut être améliorée, mais on a quand même un plan très haut débit qui nous place parmi les Premières Nations. Et puis, on a, et c'est reconnu absolument partout, des ingénieurs de qualité, des mathématiciens de qualité. Et si l'image de la France est parfois complexe à l'étranger, il y a un sujet sur lequel elle s'est considérablement améliorée, et ce qu'a fait le gouvernement actuel avec la French Tech y a contribué, c'est probablement la création d'entreprises et l'innovation. Voilà, donc un contexte favorable pour les startups, mais le mieux, je vous facilite la transition, c'est probablement qu'on leur donne la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci, on peut vous applaudir.